J'ai bien fait de mettre une chemise. Ben oui, t'es super pro en tout cas, habillé comme ça, là, et Ouais, puis j'ai t'es en plein train de d'entretiens lire. aujourd'hui, alors Ah je me ouais? suis avec des sales en plus, donc je me suis dit, je vais donner le change. Et oui, parce que toi, t'es recruteur à plein temps, alors ben, je vais faire ma recruteuse vite fait. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu qui tu es? Est-ce que tu peux me faire un petit pitch de 2 minutes? Bien sûr, qui je suis, Nicolas Revol, marié, papa de deux enfants de 3 et 6 ans. Je suis psychologue de formation et je suis tombé dans le recrutement, dans la marmite du recrutement, il y a un peu plus de 15 ans, je dirais, pendant mes études, où j'ai commencé à faire de l'exec search pour Randstad à Lyon. Et en fait, j'ai jamais quitté ça. Je dirais que la seule petite infidélité que j'ai fait au recrutement, c'est quand j'ai commencé à m'intéresser vraiment au sourcing. Ah, Et là, je me suis redécalé. Non pas que j'aime pas faire du recrutement à 100% pur et dur, mais ce qui m'éclate le plus, et c'est mon côté geek, c'est d'aller comprendre un besoin, le décortiquer et trouver les bonnes personnes pour ensuite les mm, convertir pour que ces personnes qui n'ont rien demandé à personne, qui ne connaissent pas mes clients ou moi-même, à la suite de différents échanges et discussions, me disent OK, Nicolas, je suis hyper intéressé pour devenir candidat de ce job. ouais. Et donc, c'est ça que je fais. J'ai passé 13 ans dans différentes boîtes de services, en Suisse principalement. Et depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans, ça va faire 2 ans et un mois maintenant, je me suis mis à mon compte pour proposer deux prestations. La première, qui occupe la majeure partie de mon temps, c'est une offre de sourcing as a service. Donc en mode, le client a un besoin. Moi, je vais faire en sorte de lui trouver des personnes qui pourraient correspondre à ce besoin. On fait des sprints, donc ça c'est le langage un peu informatique, hein, itératif pour que, donc il y a 4 sprints dans une mission, pour à la fin de chaque sprint, on ait un niveau de granularité qui soit de plus en plus fin et que je sois certain que les profils que je propose correspondent. Et puis pendant tous ces sprints, bah, moi je vais faire mon sourceur pour le coup, qui est l'expertise de prendre contact avec ces personnes, d'avoir des taux de réponse assez hauts, euh, de discuter avec eux, de faire un entretien et de leur présenter l'offre de mon client de manière la plus exhaustive possible. Quand je dis exhaustif, c'est autant les bons points que les mauvais points. L'objectif pour les gens que je contacte, et je leur dis dès le départ de mes entretiens, c'est qu'ils soient en capacité de me dire à la fin de notre discussion, ça m'intéresse pas, oui, carrément, ça m'intéresse, on continue. Et à partir de ce moment-là, là, ils deviennent des candidats et je les propose à mon client. Et mon job s'arrête là, en fait. Et c'est hyper intéressant pour mes clients parce que ça leur permet de garder vraiment la main sur leur process de recrutement. Moi, je veux vraiment leur fournir des candidats qualifiés et eux gardent la main là-dessus. Et Ouais. ma deuxième offre, c'est que je forme des recruteurs de sociétés de services aussi. Parce que j'ai fait ça pendant 4 ans avant, un peu dans toute l'Europe, où je me suis rendu compte que dans les boîtes de service, on est tellement orienté KPI commerciaux qu'on est obligé de contacter la terre entière juste pour remplir ces KPI. Mais on n'a pas de vraie définition de sourcing. Donc, j'ai un module de formation sur une journée pour apprendre aux recruteurs de sociétés de services à sourcer efficacement et que ça devienne un jeu plus qu'une contrainte. Waouh. Ok, ben Voilà. merci pour. C'était un Alors petit déjà, peu plus que 2 minutes. ben, c'est ce que j'allais dire. J'ai dit, t'es la preuve qu'un pitch de 2 minutes, c'est vraiment pas facile à faire, donc ça peut décomplexer Un les pitch, candidats. ouais, après un pitch de 2 minutes sur ma boîte, vraiment, je sais le faire. C'est au final les 2 dernières minutes, là, tu m'as demandé qui tu es. Donc, j'ai commencé par le commencement. Mais oui, c'est clair que c'est pas facile 2 minutes. Ça, c'est vrai que quand je pose, j'ai une trame de questions que je pose à mes candidats qui est un petit peu, on va dire, la même, on va dire, depuis que j'ai démarré, que j'ai itéré, etc., que j'ai raffiné. Mais il y a une question à laquelle les candidats, je trouve, n'arrivent jamais à répondre. C'est vraiment, dites-moi en une phrase simple ce que vous faites. Hmm. Et moi, je suis partie de ce constat-là dingue, où je peux, je pense, compter sur les doigts d'une main le nombre de personnes qui savent répondre en une phrase simple, ben voilà ce que je fais. Et la plupart du temps, les gens bug sur cette question. Je me suis dit, c'est pas possible, ils savent pas me dire ce qu'ils font. Alors, soit ils me disent, ben, moi, je suis un peu couteau suisse, ou ils vont dire, ah, ben, moi, je fais ça. Et en fait, ça va être des phrases à rallonge, je suis en train de chercher. Et c'est là que moi, je me suis dit, il y a un truc à faire vraiment pour préparer les candidats
Et moi, je suis plutôt dans la phase juste après. Et ça, c'est la deuxième chose que j'ai remarqué. Après, je me présente, mais dans ce que tu dis, c'est que vraiment, il y a différents types de recruteurs. Et toi, tu arrives vraiment au tout début. Et je trouve que ça correspond très, très bien au marché suisse. En fait, c'est ce que j'ai constaté du marché suisse, justement, où il y a ce besoin d'avoir des gens qui sourcent plus, qui ramènent des CV et qui sont plus dans OK, je veux voir plusieurs profils et puis je vais choisir, faire un peu mon shopping dans tous ces CV-là. Il y a moins la culture talent acquisition. Et pour avoir parlé avec beaucoup de recruteurs qui se disent aussi talent acquisition, quand ils me donnent leur définition de ce qu'ils font, pour moi, c'est pas de la talent acquisition. Et je me dis, ben, il y a vraiment ce phénomène, en fait, sur le marché du travail suisse qui est très propre à la Suisse. Et je trouve que ça distingue la Suisse des autres pays d'Europe, même du Canada ou des États-Unis que je connais très bien. Et donc, voilà, ça me confirme encore plus ce côté, on est peut-être moins dans l'accompagnement en Suisse finalement. Et on est plus dans, voilà, on recherche un profil type et je veux plein de profils pour voir s'il y a quelqu'un qui match ce que moi j'attends. Et moins dans, je suis prêt à me remettre en question, à écouter le talent acquisition qui va influencer en interne et qui va Mm. orienter pour faire respecter certaines politiques, éventuellement, potentiellement même de diversité, ce Ouais, genre de choses. ouais. Voilà. Je sais pas si c'est vraiment lié au marché suisse, honnêtement. Mm. Euh, on est, alors, enfin, moi, c'est sûr que j'ai connu, alors, j'ai bossé, moi, les 13 dernières années sur la Suisse, enfin, les 13 dernières années avant d'être à mon compte, sur la Suisse, mais dans les 6 dernières années, je travaillais autant pour la Suisse que pour la Belgique, le Luxembourg, la France, notamment donner les formations, etc. Et en tout cas, là où je te rejoins, c'est dans le domaine des boîtes de services IT, on est en mode réactif. Ce qui est un gros problème, je trouve, mais donc il n'y a pas de talent acquisition vraiment à proprement parler. Il n'y a pas de stratégie de talent retention ou de choses comme ça. On est vraiment sur de l'outsourcing où on veut avoir des gens très vite parce qu'on a un besoin très vite, parce que nos clients nous disent que c'est pour hier. Donc ça, je te rejoins. Après, sur le global, euh, j'ai pas l'impression qu'en France, ce soit beaucoup plus avancé sur les stratégies de talent acquisition, à part des grosses licornes ou des grosses boîtes qui ont bien compris ça, qui ont scalé, etc. Moi, j'ai quelques clients en France où euh, on est toujours sur oh là là, j'ai un besoin. Là, typiquement, j'ai une société, euh, on appelle ça une ETI, donc une boîte dans le bâtiment, etc., une moyenne d'entreprise, qui m'a contacté, parce que j'ai déjà fait 2 recrutements pour eux, qui m'a dit, Nicolas, on a une personne qui part fin septembre, il nous faut quelqu'un. Mais c'est pas, il n'y a pas eu de plan de rétention avant, il n'y a pas eu de plan pour avoir des backups derrière, etc. C'est toujours du réactif. Donc je ne sais pas si c'est proprement suisse, honnêtement. Mm. Ok, bah c'est vrai que quand j'étais en France, et je peux peut-être parler de moi maintenant sur mon Ouais, expérience. volontiers, j'allais te demander. C'est vrai que moi, j'ai un background au départ, j'avais fait un DUT Tech Deco en France, je suis française donc, et puis assez rapidement, je suis partie en droit et j'ai fait un master en droit, donc j'ai repris mes études à zéro. Et donc, j'ai un double cursus commercial slash juriste. Je voulais être juge, moi, c'était ça mon rêve. Et en fait, j'étais beaucoup dans les droits de l'homme, tout ce qui était questions européennes, géopolitique, internationale. Donc, évidemment, bah, trouver du travail après ça, c'était un peu compliqué. Il aurait fallu que je continue mes études et que je passe des concours de la fonction publique de l'Union européenne, puisque je donnais des cours à la fac de droit dans ces sujets-là, le droit constitutionnel, etc. Mais bon, voilà, j'étais assez vieille déjà pour entrer dans le marché du travail à 27 ans, il fallait que je travaille, quoi. Donc là, je me Mm. suis dit, OK, comment je fais? Ben, bien sûr, diplômée de droit, qu'est-ce que je fais? Je me ramasse des tollés, c'est pas possible. Et j'ai cette recruteuse qui m'interviewe, et là, je suis éblouie par son rôle. Je me dis, mais comment cette fille, elle peut me challenger et savoir ce que je fais alors que j'ai fait 5 ans de droit et qu'elle, elle n'a pas fait une seule année de droit, quoi. Comment elle peut se permettre de me juger en quelque sorte? Et en fait, ça m'a tellement impressionné parce qu'en réalité, ils avaient fait un super bon taf. Alors, à l'époque, c'était à Montpellier, c'était une start-up un peu à la californienne avec des gars qui passaient avec des surfs et tout, c'était n'importe quoi. Et moi, j'étais là, ben, c'est vraiment la start-up du futur.
Effectivement, ben, je suis rentrée dans un cabinet d'avocats et je me suis terriblement ennuyée. J'étais très triste parce que j'ai manqué du côté commercial, le côté joyeux, le côté relationnel, où on fait quelque chose de positif pour les gens. Moi qui voulais faire des droits de l'homme pour aider les gens, bon, ben Mm. voilà, je me retrouvais avec des divorces, à faire des procédures très Ouais, c'est compliquées. dur, hein. Donc, je cherche, puis je faisais un peu ma vie en anglais aussi par ailleurs. Donc, je cherchais à partir à l'étranger, où là, j'ai eu ma première opportunité à Londres et où j'ai été formée par un très gros cabinet de recrutement le marché français connaît bien, qui s'appelle Montréal Associates et qui avait 40 ans d'existence déjà. Donc, ils m'ont formé que des grosses entreprises, donc des process très ISO, je sais pas quoi. Donc, moi, j'ai eu une super bonne formation. Alors là, ça a commencé ma vie de formation en recrutement. Je pense que j'ai passé plus de temps à me former au recrutement pendant toute ma carrière Mm. qu'à vraiment faire du recrutement au final. Et Havana était mon client notamment, et puis déjà en Suisse. Et donc, c'est là qu'au bout d'un an et demi, le Covid qui tape un petit peu sur tout le monde, là, et puis je rentre en France, on me propose d'aller à Paris dans une société de service, donc cette fois-ci en interne. Donc, j'étais passée de sourceuse à sourceuse senior, à consultante senior, à 360. J'avais tous les rôles dans la Ouais. consultation de ben, Microsoft, toujours. Hein. Moi, je suis Microsoft depuis le début, donc c'était des devs au départ. Et ensuite, ben, j'arrive en France, à Paris, et là, on m'embauche comme talent acquisition référente du pôle infra. Là, je suis avec des anciens Microsoft, ils ont fait 20 ans de boîte, donc moi, je reste encore dans ce domaine-là. On me forme à l'infra, on m'explique voilà, tous les domaines de l'infra. J'ai plusieurs hiring managers dans ce domaine-là. Donc, ça me permet de vraiment rentrer dans la tech à fond. Moi, j'étais un petit peu une tech savvy aussi déjà avant. J'avais pas mal de certifs. Donc, c'est assez simple pour moi de réussir dans ce rôle. Et puis là, je commence à être moins requin en mode recruteur londonien qui a les dents qui rayent le parquet. Puis la RH qui me dit oui, ben, il va falloir être plus dans le. Donc, je commence à comprendre que là, je suis en interne, je dois être plus RH que commercial en fait. Donc là, je commence à avoir des nouveaux. Je fais des entretiens en direct et tout, donc j'avais super la pression, mais on me forme bien. Et là, 6 mois après, patatras, Avanade qui rachète cette société. Donc finalement, bah, toute ma carrière jusque-là, je l'ai faite pour Avanade, Ouais, puisque c'est tous les ça. gens qui ont recruté, au final, ils ont été chez Avanade par un moyen ou un autre. Donc là, pareil, on me laisse sur la partie infra, parce que j'étais toujours en fait la meilleure recruteuse partout où j'ai été. Donc bah, ils me laissent sur cette partie-là, parce que personne ne comprend et que ça les arrange bien. Et j'ai un objectif de malade, genre de doubler la practice. Donc, ils sont 50, ils veulent passer à 100. Et ils veulent passer le pourcentage de diversité, donc le nombre de femmes, de 5% à 33% en infra. En un an, en doublant. Alors, je me dis, bon, ben, c'est parti. Là, je passe de 3 practices ou 4 practices à 6 practices et un nouveau directeur de practice enfin de BU qui lui vient de chez aussi Microsoft, 20 ans d'expérience. Moi, j'ai eu que des chefs qui avaient fait 20 ans d'expérience chez Microsoft. Faut pas me demander pourquoi, mais tous mes chefs ont Mm. toujours eu ce profil-là. Et donc, il m'apprend tout exactement. Voilà, on réussit l'objectif. Hein, on réussit l'objectif. Et bon, moi, j'ai eu une perte tragique dans ma famille qui a un peu remis tout les pendules à l'heure, on va dire. Et je me suis dit, bon, OK, quel est le sens de ma vie, etc. Donc, moi, je faisais beaucoup de développement personnel. J'ai fait énormément de choses. Le psychologue que tu es, peut-être pourra voir, mais en tout cas, voilà, j'ai été assez loin dans l'introspection, différentes techniques. Et derrière, ben là, je dis, OK, je vais demander une mutation. Et je demande ma mutation au Canada. Il se trouve qu'il cherche quelqu'un qui est bilingue. Et donc, ben, il me recrute ni plus ni moins en 2-2. Et là, ben, je me retrouve dans l'équipe américaine. Donc, mes collègues sont aux États-Unis. Et voilà, je comprends qu'en fait, ça ne fonctionne pas pareil. Il y a beaucoup de politique, etc. Donc, il y a des enjeux Canada, États-Unis, Canada, Québec. Enfin, c'est très complexe. Mais j'arrive quand même. Alors, je travaille sur la data, le CRM, tout ce que tu veux. J'ai fait toutes les technos de Microsoft. Hein, c'est simple. Et après, pareil, mon chef, 20 ans chez Microsoft. Et puis là, ben, je pète un câble, burn-out, gros burn-out. Je peux plus réfléchir. Je suis paralysée. En fait, je peux même plus prendre le métro pour faire une station tellement j'ai mon cerveau qui va éclater. Et là, je me dis, c'est pas possible. On commence à me donner des cachets pour être heureuse et des cachets pour dormir. Je me dis, c'est Mm. pas possible. Je vais pas passer ma vie comme ça.
Et là, je me dis, il y a un gros souci. On me propose un job, un de mes anciens clients de Londres, qui est en Suisse, me propose un job de Talent Acquisition Manager. Il me dit, voilà, t'es lead, voilà, tu peux monter service ici. Ok, très bien. Et c'est là que je me rends compte qu'en fait, c'est pas du tout du Talent Acquisition, c'est plutôt du body shopping. Et si tu veux, je pense que les salaires sont trop élevés ici et qu'il faut Mm. qu'ils fassent des choix sur où est-ce qu'ils doivent mettre leurs forces. Et effectivement, ils vont plus prendre des RH, assistantes administratives, qui Ouais. vont les aider, les assister, ce qui est compréhensible. Maintenant que je suis chef d'entreprise, si on peut dire ça comme ça, effectivement, je comprends pourquoi ils font ça. Et derrière, payer une talent acquisition manager qui va leur dire comment il faut qu'ils fassent leur business pour des candidats qui leur rapportent pas un cachou, c'est sûr que c'est Mm. pas très motivant, quoi. Ouais, c'est Donc, clair. et en plus, ça les remet en question. Il faut faire du change management. Heureusement, ben, j'ai été formée un peu au change, mais là, en fait, ils se rendent pas compte du travail qu'il y a à faire pour réussir à leurs objectifs qu'ils ont dans leur tête, qui est de scaler et de faire grossir l'entreprise. Mais en fait, ils sont pas du tout prêts psychologiquement à faire ce qu'il faut C'est clair. pour arriver à ce résultat-là. Donc, moi, j'ai réussi ma mission. J'ai embauché dans plusieurs pays, hein. J'ai embauché en Espagne, au Portugal, en Suisse. Et après, bon, voilà, j'ai mis en place le service, j'ai mis en place l'ATS, tout ce que tu veux, parce que moi, je suis plutôt fan de la configuration des ATS et de l'accompagnement candidat. Moi, c'est mes deux trucs vraiment favoris. La juriste qui est en moi, elle aime bien mettre des process en place, tu vois. Mais, euh, mais ouais, c'est ça, c'est ça qui m'a amené en fait à me dire, OK, soit ça va se reproduire, c'est-à-dire que je vais rechercher du travail ailleurs et puis on Mm. va me dire, ben, il faut faire ça, puis au bout de 6 mois, j'aurai fini ma mission, puis on va juste me dire, OK, ben, ciao, parce que la RH junior va pouvoir prendre le relais, soit merci de l'avoir formé, tu vois, et soit ben, en fait, il faudrait que je travaille moins bien et là, ben, c'est pas cool, donc ben, je me suis dit, je vais me mettre à mon compte et puis je vais proposer une alternative. Il y a soit ben, tu as la RH qui galère, qui est sous l'eau et qui n'arrive pas à recruter, puis tu tournes en rond. Soit tu vas prendre un recruteur qui va te coûter les yeux de la tête, ben, soit ben, tu prends la connaissance, je te forme. Je te forme à faire ce qu'il faut et tu as des modules et tu choisis ce que tu veux. Comme ça, je n'ai pas à forcer le change, je n'ai pas à te dire, ben, suis toute la procédure pour être parfait en mode Accenture, Havana, Microsoft. Mhm. Ok, je comprends que tu n'as pas les épaules pour aller là, mais moi j'ai la connaissance, donc ben, prends ce que tu veux. Et c'est vrai que ça, moi je choisis mes clients, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je me positionne sur ce niveau très haut de gamme et mes clients, ben, c'est ça qu'ils veulent quand ils viennent chez moi. Ils savent qu'ils veulent pas tu vois, ils veulent pas du sourcing, body shopping en mode envoie-moi ça mes CV. S'ils me demandent ça, je leur dis très clairement, vous nous payez trop cher. En fait, allez Mm. prendre quelqu'un en Roumanie et ça va être plus rentable. C'est clair. Tout le monde peut faire du sourcing comme ça. Là, le but, c'est de vraiment arriver comme conseiller, puis tu es à cheval, en fait, avec les opérations. Dans ce cadre-là, tu es plus en mode recruteur opérationnel en interne sur comment tu dois presque organiser, en fait, l'entreprise, puisque tu viens de définir les rôles de chacun dans Mhm. l'entreprise. Donc, comme tu influes sur ben, toi, en fait, tu devrais porter cette casquette à ce moment-là, toi, tu devrais faire ça, etc., pour qu'on arrive à l'objectif. Comme tu parlais de sprint, ça peut être tu vois, des sprints de recrutement, mais ça peut être des sprints aussi tu vois, de plein d'autres choses. Et quand tu portes quand tu es dans ce sprint, tu portes ta casquette pour ce sprint-là. Et c'est juste de savoir quelle casquette tu portes à un moment donné. Et moi, je trouvais que c'était ça le plus gros problème des petites entreprises, des startups, les ESN, hein, puisque c'est mon credo aussi, hein, plus Microsoft évidemment, mais dans tous les cas, c'est vraiment ce problème de dire je ne comprends pas les rôles que les uns et les autres doivent tenir. Et du coup, tu as le commerce qui est très vite tenté de dire, bah, tiens, je recherche ça, mon client, il recherche ça, et va me sourcer ça. Sauf Mm. que quand tu fais ça, ben, tu ne prends pas en compte le manager de l'équipe qui va devoir intégrer cette nouvelle personne, qui va devoir gérer les besoins des uns et des autres qui ont peut-être fait des revendications qui ne sont pas écoutées et du coup vont partir. Donc en fait, il faut vraiment ce pilier et c'est là que je trouve que la RH, elle joue son rôle. Et je pense aussi que c'est là que la RH change de métier. Je pense que les Mm. RH sont en train d'être relayés à un rôle très administratif, très chronophage presque. Bon, en Suisse, c'est déjà le cas, hein, Ouais, ouais, ouais. en fait. C'est En exaspère Suisse, bien. recrutement est loin de RH, hein, Mm, en mm. fait. Et ce que j'ai vu comme effet en France, notamment, c'est que c'est les talent acquisition qui deviennent un peu ce pilier central comme les DRH pouvaient l'être avant, en fait. Mhm.
je trouve qu'il y a ce mouvement un petit peu Mhm. parce qu'on se rend compte qu'en fait, c'est vrai qu'il faut du commerce et du recrutement. Sinon, tu n'as pas de SN, en fait. C'est ça Ouais, c'est le clair. business de l'ESN, c'est ça. C'est d'arriver à mettre en équilibre ces deux volets. Et le problème ici, c'est que c'est tellement cher de payer les gens, c'est qu'ils se retrouvent confrontés à, OK, il faut que j'embauche le meilleur sales, la meilleure sales pour ramener des clients. Et une fois qu'ils ont les clients, ben, ils n'ont pas le recruteur qui est capable de venir répondre à la demande. Donc, les clients ne sont pas forcément satisfaits. Donc, on n'a plus besoin du sales, on va embaucher une spécialiste du recrutement. Puis en attendant, ben, ça fait 6 mois qu'on tourne en rond, donc le client il s'est barré ailleurs. Et en fait, on n'arrive pas à grossir. Et je trouve que ça fait des petites entreprises qui avancent pas tellement, quoi. Enfin, en tout cas, Mhm. ça, c'est ma lecture du Ouais, je suis marché suisse. d'accord. Je suis d'accord. Bah, c'est pas trop vite le matin, un peu plus doucement l'après-midi, quoi. On va pas te prendre trop de risques et oui, oui, je suis d'accord. Et Je le suis problème, d'accord. c'est qu'ils ont cette ambition quand même. J'ai l'impression qu'ils ont envie d'avancer, mais c'est risqué aussi. Ça fait peur, je pense, parce que les salaires C'est sont clair. assez élevés. Hein, donc, Mhm. faut recruter. Enfin, je vois mon conjoint, lui, il est architecte GenAI et cloud. Voilà, il est plutôt dans les 150 000, quoi, Mhm. année. Donc, Ah, si c'est tu clair. comme ça, j'imagine pas les autres, à combien ils sont. Tu as 3 dirigeants, c'est pas possible. Enfin, la masse salariale, tu as, juste 15 personnes et tu es au même niveau que quelqu'un, qu'une entreprise qui a 100 personnes en Espagne, quoi. Donc, c'est compliqué, je trouve, de développer les entreprises en Suisse Ouais. pour ces Oui, alors raisons. après, tu as aussi, bah, c'est pondéré par le fait que la loi protège un peu moins les salariés. Du coup, tu as, un effet. T'as un effet boomerang qui est un peu plus, enfin boomerang non, t'as un effet saut de puce qui peut être un peu plus facile à faire. Tu vois, quand t'embauches quelqu'un, t'as moins peur d'embaucher qu'en France parce que tu peux licencier la personne si ça va pas. Et les personnes ont moins peur de changer de job quand elles connaissent le marché parce qu'elles savent que si ça va pas, elles peuvent s'arrêter et que du coup, d'un autre côté, elles retrouveront potentiellement une entreprise plus facilement parce qu'il y aura moins Oui. de peur à l'embauche, même si les salaires sont hauts. Mm. La deuxième point, dans les sociétés de services en particulier, c'est que le salaire des consultants est quand même normalement, à part pour les boîtes qui bossent avec l'État, par exemple, l'État de Genève ou choses comme ça, un consultant est beaucoup plus valorisé. Enfin, tu vois, aujourd'hui, un consultant SharePoint, Mm. tu peux le vendre 1500, 2000 balles s'il est bon, quoi, par jour. Donc Mm. ton consultant, son salaire, il est staffé, enfin il est rentabilisé au bout de 6 mois. Ouais. Mm, Voilà. mm. C'est vrai ce que tu dis par rapport au marché du travail suisse, et ça, je le rencontre avec les candidats que j'accompagne qui viennent de l'étranger, qui veulent venir en Suisse. Et assez rapidement, quand je leur pose les questions, tu vois, en bonne recruteuse, en fait, ils sont presque découragés de venir parce qu'ils ne se rendent pas compte que le marché est beaucoup plus instable qu'en France, par exemple. Mhm, Sauf qu'ici, il n'y a pas cet effet. Alors, on dit oui, c'est beaucoup comme les États-Unis. Mais aux États-Unis, il y a une culture de la cancel culture qui est que si l'employeur fait n'importe quoi, ben, les gens vont parler, les mhm. gens ils vont vraiment ben, cancel l'entreprise. Donc, les entreprises ne font pas n'importe quoi. Alors qu'ici, les gens ont peur de parler. Et donc, ça crée un petit peu, je trouve, un déséquilibre dans le rapport de force employeur-employé. Et ça, je trouve que c'est très dommage parce que je parle avec beaucoup de gens qui sont fait licencier. Ils sont tous, j'ai jamais vu quelqu'un qui s'est fait licencier ou qui a quitté son job en de bons termes avec son employeur. J'ai jamais rencontré ça en Suisse Ah encore. si, moi j'en ai vu plein. Ah ouais? Si, si, ouais. Oui, oui, si. Moi, j'en ai vu plein là ouais, les 15 dernières années que j'ai fait. Ça m'est arrivé enfin, régulièrement. Je pense que Ok. la plus grosse problématique que je vois, c'est que en Suisse, c'est tellement petit, tu vois, par rapport aux US, tu peux pas avoir cette cancel culture. Parce que Mm. ce que tu dis un jour, enfin, quasiment à 100%, ça va te revenir derrière parce que tu l'auras dit à quelqu'un qui connaît la personne de qui t'a parlé. Eh Tellement ouais. c'est petit. Mm, C'est ça qui est mm. compliqué, je trouve, en Suisse. Ouais. C'est toute cette culture hein, aussi suisse entre guillemets, de la délation, même si c'est un Ouais. gros mot quand même. C'est tout toute cette hypocrisie des certificats de travail, par exemple.
Voilà, où il faut, Mm. dans un certificat de travail, en tant qu'employeur, tu n'as pas le droit de dire de choses négatives. Par contre, ce que tu as le droit de dire, c'est des choses neutres. Et en fait, Oui, du la coup, petite la phrase. neutralité montre que c'était pas génial. Donc, tu as le Ouais. droit de dire que quelqu'un est un bon employé, mais ce sera pondéré par le fait que si tu recrutes, si tu veux recruter cette personne, si tu as un autre CV avec un certificat de travail où il est marqué excellent employé, voilà, Mm. mais tu n'auras jamais de ça n'a pas fait l'affaire. Mm. Voilà. Ouais, ouais, Donc la ça, je trouve fameuse ça, j'ai phrase. toujours trouvé ça un peu hypocrite en Suisse, mais c'est Mm. comme ça et c'est compréhensible aussi pour protéger un minimum les employés, parce que tu imagines, tu es sur un employeur qui a tous les droits et qui peut te faire un certificat de travail où il te détruit la tête et tu trouveras jamais de job. Donc Ouais. voilà, c'est logique que ce soit, et tant mieux que ce soit pondéré un peu comme ça. Ouais, 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 ouais. Bah, écoute, oui, je pense qu'on en fait un petit panorama là, du marché. Effectivement, quand on voit qu'il y a qu'un mois de préavis, 2 mois de préavis, en fonction de la durée qu'on a fait Mm. dans l'emploi, c'est pas du tout le même rythme. Tu vois, par exemple, en Italie, c'est 4 mois de préavis. Ça paralyse le marché C'est complètement, ça, quoi. ça paralyse le marché à l'inverse. Ça Voilà, sécurise les employés, mais ça paralyse le marché. Et du voilà. coup, ça permet pas aux boîtes de se développer parce que chaque décision de recrutement est potentiellement un piège, quoi. Mm, exactement. Et au Canada, c'est 2 semaines. Mm. Donc, bah, c'est vrai que là, c'est encore plus rapide. Et puis, mais tu as plus de protection, je trouve, derrière. Il y a plus d'indemnités. Il y a plus c'est plus social, en fait. Ici, c'est pas du tout un système social. Et ce qui m'avait choqué, c'est que j'avais vu un médecin qui m'avait dit qu'il avait reçu des gens de l'étranger, et ces gens-là, d'Espagne notamment, qui avaient quitté leur job pour venir en Suisse. Ils arrivent ici, puis le jour de leur arrivée, ben, on les met, on leur dit qu'ils vont pas faire l'affaire, quoi, que c'est pas la peine. Je dis, ah bon, ben, ils auraient pas pu se mettre en maladie, par exemple, ou des choses comme ça. Il me dit, ah ben non, puisque de toute façon, au bout de 2 mois de maladie, on peut te mettre à la porte quand même en Ouais. Suisse. Et ça, c'est des trucs, pour un Français, en tout cas, ça paraît aberrant. Pour un Canadien aussi, ça paraît très aberrant. Et c'est des choses qui ne sont pas du tout dans la culture de ces pays-là, quoi. Donc, Mhm. et je pense que ça aussi, les gens qui veulent venir en Suisse, il faut qu'ils se rendent compte que Ouais, c'est c'est clair. pas, il n'y a pas que l'argent qui fait le bonheur. Effectivement, tu mets plus d'argent de côté, tu es plus à l'aise, etc. Mais derrière, tu as plus de pression parce que tu dois tout le temps rentrer de l'argent aussi pour pouvoir survivre parce que tu payes tout en fait. Donc, Ah ouais, mais c'est clair, enfin, c'est un modèle qui est très différent et tu as entièrement raison. Il faut que les gens en aient conscience. Moi, quand je recrute pour des boîtes en Suisse sur des gens qui ne sont pas du marché, c'est des choses que j'explique sur le fait que, notamment quand je recrute des Français, qui sont habitués à des boîtes, des grosses boîtes où ils sont à Paris, le pass Navigo est payé à 50%, la mutuelle est payée à 50%, etc., etc. mm, Et quand je commence à avoir des questions genre, et du coup, il y a des tickets resto, je dis, ah oui, ok, vous êtes français, on va reprendre de base. Les tickets resto, il n'y en a quasiment pas en Suisse, il y a quelques boîtes qui ont des cartes, des choses comme ça. La mutuelle, c'est vous qui la prenez en charge, à part exception sur certaines boîtes où ils prennent en charge. C'est vous qui cotisez pour votre sécurité sociale, donc soit France, soit la MAL. Il n'y a pas d'indemnité de déplacement, sauf si c'est prévu dans le contrat parce que vous devez vous déplacer chez un client, etc., etc., etc. C'est pas mm, 35 heures, il n'y a pas de RTT, vous avez 4 ouais, semaines, voire 5 semaines de congé. Donc tout ça, je leur ouais, dis et je leur dis, voilà, oui, vous allez gagner 2 fois plus d'argent parce que vous passez de 65 000 euros à Paris et à Genève, vous allez être à 120 ou 130 000. Mais ça a des conséquences, surtout si vous voulez être frontalier. Vous allez devoir passer la frontière tous les jours, donc vous restez sur ce côté bouchon du périph' que vous avez connu. Si vous ah voulez ouais, être à Genève, eh ben, vous allez payer votre logement en conséquence parce que vous êtes dans un pays plus riche. Et tout ça, ouais, il faut leur expliquer. Et mm, souvent, je pense, moi j'ai vu beaucoup, sans dénoncer, sans faire de finger pointing, mais j'ai vu beaucoup de sociétés qui recrutaient des petits jeunes, notamment des boîtes mm, de services. ouais, Ça, c'était une grande mode je ne sais pas si c'est encore le cas parce que je suis plus trop sur ce marché-là, mais c'était une grande mode il y a entre 5 et 10 ans. Des boîtes de services qui recrutaient en masse, notamment pour l'État de Genève ou des choses comme ça, où on sait que les taux journaliers pour les boîtes de services sont moins bah, hauts. Bah, ils ouais, sont obligés de recruter des gens un peu plus juniors et surtout, ils ne peuvent pas les recruter en Suisse. ouais, Et donc, ces gens-là arrivent. Ils ont un salaire de 80 000 alors qu'ils étaient à 40 avant, mais en fait, pour leur expertise, ils pourraient demander 100 ou 120.
tu vois. Mm. Mais du coup, ils font 2 ans et puis ils se retrouvent un peu le bec dans l'eau parce que quand ils veulent une augmentation, bah, c'est plus possible. Et surtout, bah, ils se Ouais. rendent compte que le coût de la vie, il est proportionnel au salaire. Donc, en fait, ils gagnent pas Mm. mieux leur vie dans un endroit qu'ils ne connaissent pas, Et oui, sans toute la partie attractivité avec le côté culturel, etc. Je parle beaucoup pour des Parisiens notamment, ou même des Lyonnais, mais en tout cas des gens de grandes villes ou Marseillais. oui. Et du coup, c'est un peu dommage. Moi, j'ai toujours trouvé ça très Mhm. dommage parce qu'en plus, tu as plein de subtilités en Suisse. Souvent, moi, les Français, je le suis, hein, donc je peux en parler, me parlaient d'un salaire brut. Et je leur disais, c'est moi qui faisais l'effort de leur dire attention. Là, vous me parlez d'une offre chez mon concurrent qui vous propose 100 000 francs suisses annuels bruts. Combien d'heures par semaine vous devez faire? Combien de semaines de vacances vous avez? Est-ce que vous avez Mhm. des avantages? La LPP, elle est prise en charge à 50%, à 60, à 70, à 80, à Mhm. 100%, etc., Mhm. etc. Et en fait, tu te poses plein de questions. Ouais. Et c'est vrai que bah, c'est dans l'intérêt des boîtes qui ne font pas plus d'efforts de ne pas le dire. Mais du coup, Oui. tu biaises la relation directement avec ton candidat, quoi. Mais ça me fait rebondir sur deux choses. C'est que effectivement, c'est vrai que surtout en France, on ne se rend pas compte des acquis sociaux. C'est l'État qui impose les tickets resto, tout ce que tu as mentionné tout à l'heure. Tu as Mm, fait une super liste. Effectivement, j'ai un client à Paris, quand j'ai vu sa liste d'avantages, je me suis dit, mais j'avais oublié, mais on ne se rend pas compte à quel point c'est vraiment un avantage de ce pays-là en particulier. Donc mhm, oui, on est peut-être moins payé en numérique à la fin du mois, mais bah, c'est quasiment ton argent de poche, quoi. mm, Donc, en fait, ça, c'est des choses à savoir. Et puis, la deuxième chose aussi que tu as soulevé un petit peu du doigt, que je trouve qui est vraiment pertinent par rapport à des expatriations, et je peux en parler puisque j'en ai fait 4, donc je commence un mm. peu à connaître le sujet. C'est vrai que, en fait, les gens, je trouve qu'ils se posent les mauvaises questions pour venir ici. Et ils ne se demandent pas où est-ce qu'ils veulent aller, où est-ce qu'ils veulent habiter, comment ils veulent habiter, quelle est leur... tu vois, des questions de base. Si tu n'es pas Clairement. bien à Paris, ben, tu n'es pas bien à Paris. OK, mais pourquoi tu n'es pas bien à Paris? Est-ce que tu vas retrouver... Oui, le cadre de vie, le niveau de salaire. OK. Mais moi, j'ai un client qui me dit, oui, moi, je fais un test, tu vois, je l'interview, comme ça, j'ai interviewé un candidat, je le fais s'entraîner pour voir ses motivations et qu'est-ce qu'il va dire un petit peu pour qu'on recadre un peu son, voilà, que je l'aide à se positionner, quoi. Et il me dit, ben moi, ma motivation, c'est que je vais être frontalier. Je dis, mais c'est pas une motivation. Personne n'est né pour être frontalier. Enfin, je veux dire, c'est pas ton rêve, ça n'a pas de sens. Et presque, j'ai envie de dire, mais vu tout ce que tu me dis, ce serait presque mieux que tu ailles à Neuchâtel, que tu viennes et que tu t'installes à la frontière à Genève. Parce qu'au vu de tout ce que moi, j'ai compris de ton profil, ça te tirait mieux d'aller à Neuchâtel que d'aller à la frontière au final. Et c'est là que les gens, c'est pour ça que je veux les accompagner aujourd'hui, parce que je me dis, ils ne voient pas les implications que ça peut avoir, ce genre de Mm. décision, et ils voient que le bon côté. Et quand on vient en famille avec des enfants, c'est extrêmement cher, surtout en bas âge. Ben, C'est c'est très clair. compliqué, la sécurité La sociale. crèche et tout, hein. Mais oui, effectivement, je trouve que voilà, le lieu qu'ils choisissent, ça fait beaucoup et c'est dommage parce qu'ils ne s'intègrent pas forcément dans la culture suisse et changer de pays, c'est ça aussi. Ouais. C'est vraiment dire, ben, je m'expatrie dans un... Alors, il y a deux solutions. Soit je viens que pour l'argent, et là, à la limite, il y a des entreprises à la frontière qui peuvent te faire des contrats parce qu'ils ont la LSE et puis des trucs un peu borderline, et à la limite, voilà. Donc, tu trouves de tout. Il y a un trafic, hein, il y a un marché aussi pour ça, hein. Mais ça, c'est un autre objectif que dire à un employeur, je veux venir m'expatrier en Suisse. Ça, c'est pas le même genre de positionnement, en fait. Mm. Et je C'est pense que clair. c'est pour ça que les entreprises, après, elles se ferment et elles disent, ben moi, je veux que des gens qui sont résidents suisses, je veux que des gens qui ont le permis B ou qui ont le permis C, parce que, ben, en fait, c'est leur seule façon je pense, de trier sur ce critère-là de l'engagement envers le pays, de dire, ben moi, je veux vraiment m'expatrier avec ma famille, je veux m'intégrer. Et pourtant, c'est dommage qu'ils ne fassent pas ça parce que je trouve que les Suisses sont très positifs dans ce truc-là d'intégration. Je trouve qu'ils sont très avenants. Ça dépend Ils des accueillent. cantons, mais ouais. Ah ouais, bah en tout cas, là où je suis à Nyon, je trouve que les gens m'ont super bien intégré dès qu'on est arrivé. Et j'ai une super bonne expérience et je trouverais, enfin, j'aurais pas eu la même expérience si j'avais été frontalière, quoi. J'aurais Mhm. pas vu la Suisse sous le même angle, je pense. Ouais, c'est sûr. Donc,
Ouais, ok. Bah, écoute, merci pour ton point de vue. Ça me rassure vachement sur ce que je pensais déjà. Est-ce que tu voudrais ajouter un truc? Est-ce que tu as un sujet qui tient à cœur? Est-ce que tu vends plus ton offre de sourcing ou est-ce que tu vends plus ton offre de formation? Non, non, je vends plus l'offre de sourcing. L'offre de formation, en fait, je l'ai faite, je l'ai mis à mon catalogue euh, uniquement pour une raison, c'est que j'adore transmettre. Ouais, Et que je trouve qu'il n'y a que par la transmission de compétences qu'on peut faire évoluer les métiers. ouais. Je suis un fervent, l'inverse de défenseur, je vais dire agresseur. En tout cas, je suis complètement contre les gens qui gardent leurs compétences et leur savoir-faire en se Mhm. disant comme ça, je serai le meilleur. Oui, certes, Ouais, peut-être, mais jusqu'au jour où quelqu'un va découvrir par lui-même et qu'il le partagera et que du coup, ton avantage, il sera plus là. Alors que si tu le partages, ben, tu fais profiter. Tu sais, je prends souvent c'est complètement bête comme analogie, mais je prends souvent le parallèle avec Volvo dans les années 60 qui a découvert le concept de la ceinture de sécurité. Et plutôt que de breveter ce concept, Mhm. enfin, ils ont breveté le concept, mais ils ont ouvert le brevet à tous les constructeurs en se disant ça peut servir à Ouais, toute la communauté. Moi, c'est pour ça que j'ai fait l'offre de formation, c'est que je me dis, mon expertise, elle est avérée, je pense, et elle peut servir des gens et des entreprises qui auraient envie de se former par eux-mêmes. Mais sinon, non, ce que je vends le plus et ce que je veux plus le vendre, c'est l'offre de sourcing parce que mon ok. objectif quand j'ai créé ma boîte, c'est d'aider les sociétés qui n'ont pas cette compétence en interne ou qui ont la compétence mais pas le temps. Ouais, Donc, c'est soit des PME, soit des très grosses sociétés. Enfin, là, je navigue, hein, mon client dont je te parlais, qui est dans l'Isère, c'est 60 personnes. Là, en ce moment, je suis en train de travailler pour une société qui a 200 000 personnes dans le monde. Donc, ouais. c'est... Ah, Voilà. ouais, ouais, c'est Euh, donc grand moi, écart. toute société qui a besoin d'accompagnement ou d'aide, Pour la partie sourcing, conseil du sur coup. la partie sourcing, Ouais, ok. c'est ce que je vise. Moi, mes clients, ma cible, j'en ai deux. J'ai les individus qui veulent se développer Ouais, personnellement, parce que je t'ai pas parlé de ma deuxième casquette plus spirituelle, ouais, ouais. mais voilà, je fais aussi beaucoup d'astrologie. J'ai été certifiée cette année par une grande youtubeuse, donc je suis très heureuse. On a fait un an de formation. Ça fait 10 ans que j'étudie l'astrologie et ça m'arrive à la fin de mes sessions de mon programme de transformation individuelle, c'est d'amener la lecture du thème astral sur la personne pour qu'elle voit un peu ses forces intrinsèques qui sont dans son thème. Donc c'est un peu la cerise sur le gâteau, on va dire, mais c'est pas ça qui va guider évidemment l'accompagnement, mais c'est un truc en plus qui vient renforcer tout le travail qu'on a fait en amont et c'est de renforcer, mais tu vois, tu l'as déjà en toi, donc crois-y, vas-y. Le but, c'est vraiment de leur donner confiance, d'essayer de repérer les croyances limitantes, etc., et qu'ils passent à l'action. Moi, je suis guidée par le concept de l'ikigai japonais pour l'accompagnement. Donc, c'est une partie introspection sur les valeurs, etc., comprendre qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, ce qu'ils valorisent. Ensuite, on fait le bilan de compétences. Donc là, ben, on regarde voilà, je suis plus ma recruteuse. Et après, la partie communication, donc définition du persona, le pitch, comment se présenter, comment remplir son CV. Je donne le CV idéal. J'ai écrit un e-book aussi, donc je leur donne tout ça. Et voilà, c'est à peu près 7 sessions d'accompagnement. Donc ça, c'est les individus. Et après, j'ai les entreprises. Donc là, c'est plutôt la partie du coup formation. Donc sur 3 volets, là, j'ai 3 formations. J'ai passé de RH ou de recruteur à Talent Acquisition Manager, justement. Donc moi, c'est un peu le truc qui a juste après toi. Si tu veux, toi, Mhm, tu les formes à faire des bons sourceurs. Puis moi, après, je les forme à réussir à influencer le leadership et à organiser l'intérieur, les ATS, mettre en mhm, place, etc. Et j'ai une formation sur les intervieweurs, donc comment faire des bonnes interviews, les choses à faire, à pas faire. Il y a un test à la fin, tout ce qui est biais cognitif. Moi, c'est mon cheval de bataille, là, les biais cognitifs. Et l'intelligence émotionnelle, la communication non violente, tout ce que j'ai appris en fait en Amérique du Nord. Et puis après, j'ai la formation consulting. Donc ça, c'est pour aider à développer les soft skills des experts techniques qui deviennent du coup consultants. Voilà, passer d'expert technique à consultant, donc ramener du business, savoir gérer les conflits, tout ce qui est lié au vivre ensemble, on va dire, dans l'entreprise aussi. Donc ça, c'est mes 3 credos.
Ok. sur la formation. Donc, je trouve que c'est vachement complémentaire avec ce que tu fais, Mhm. en fait. Moi, Mhm. ma mission, c'est plutôt l'expérience candidat. Moi, ma mission, c'est vraiment de dire, ça suffit le chaos du recrutement. En fait, il y a des procédures à suivre et ça Mhm. fonctionne. Donc, arrêtez de paniquer et juste suivez ce qu'il faut faire. Mhm. Donc, ben, je le fais du côté candidat, du coup, pour leur faire comprendre comment ça marche et les dessous du recrutement. D'ailleurs, c'est ma chaîne YouTube. Et puis, pour les entreprises, c'est plutôt, bah, voilà, arrêter de perdre de l'argent bêtement et suivez ça, le truc tout fait, et puis ça va fonctionner. Un bête, mais sur LinkedIn Recruteur, tu veux diversifier ton pipeline, tu es dans la tech, donc tu sais qu'il y a 80% des gens, c'est des hommes. Tu veux diversifier, donc tu veux un peu plus de femmes, donc diversification de genre. Tu as un petit hack qui est sur LinkedIn Recruiter. Tu demandes à un chat GPT ou tu prends la liste des prénoms les plus donnés dans les années. Tu veux quelqu'un qui a 10 ans d'expérience, donc tu prends la liste des prénoms les plus donnés de 80 à 89. Mm. Tu les mets en keywords ou en mots-clés non dans LinkedIn Recruiter et tu crées un filtre. Et donc Ouais. ensuite, tu fais ta recherche et tu appliques ce filtre et donc tu n'auras que des femmes. Et puis tu les ajoutes tous à ton projet. Au fur et à mesure, en fait, tu auras de plus en plus de femmes dans ton projet. Et puis, on se reparle super vite. Merci, ça m'a fait trop plaisir de te parler, Pareil, de c'était te cool.